Je vais chaque année à Racine de Ciel. Bien sûr, à Racine de Ciel. Les plus grands auteurs. Au Palais Fèche. Écoutez, les histoires de... L'histoire... Cita Dayanch. Cita Dayanch. Racine de Ciel. Cita Dayanch. Alors Pierre Assouline, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous, à Paris. Nous allons commencer cet entretien, si vous le voulez bien, par quelques éléments biographiques. Alors, vous êtes journaliste, écrivain, membre de l'Académie Goncourt. Vous êtes l'auteur d'une trentaine d'ouvrages, parmi lesquels pas moins d'une dizaine de biographies. Simenon, Hergé, Gaston Gallimard, Dassault, Camondo, Daniel Caneveller ou encore Albert Londres, pour n'en citer que quelques-uns. Contributeur de nombreux magazines, journaux ou blogs, vous êtes aussi homme de radio et professeur à Sciences Po Paris. Plusieurs de vos romans ont d'ailleurs été récompensés par des prix. Je citerai Lutetia, Vie de Job, Sigma ou plus récemment Retour à Séfarade. Alors, si vous le voulez bien, nous allons discuter ce soir, articuler cet entretien plus exactement autour de votre dernier roman, puisque c'est un roman, mais nous verrons ensuite que ça n'est pas que cela, qui s'intitule « Tu seras un homme, mon fils », paru aux éditions Gallimard. Alors, si vous le voulez bien encore une fois, nous allons peut-être donner quelques éléments d'information concernant le propos de ce roman. Il s'agit de l'histoire, nous allons rencontrer plus exactement le très grand écrivain Rudyard Kipling par le biais d'un narrateur, Louis Lambert, professeur au lycée Janson de Sailly, dont le projet est de traduire le fameux poème « If », en français « Tu seras un homme, mon fils », et pour ce faire, il lui faudrait l'assentiment du grand écrivain qu'il n'a jamais rencontré. Le hasard aidant, il le rencontre et se noue une amitié, une relation, oui, qu'on pourrait qualifier d'amicale, même si elle n'est pas exempte de critiques de la part du narrateur. Une relation pendant une vingtaine d'années, émaillée de rencontres, relation au cours de laquelle le narrateur aura également l'occasion de rencontrer le fils de Kipling, John, tragiquement décédé pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, il y a énormément de choses dans ce roman. Il y a une déclinaison et un approfondissement par le biais de l'histoire très particulière de Kipling des relations père-fils ou plus largement enfant-parent. Il y a aussi une réflexion autour de la traduction et il y a également ce point de vue du narrateur qui nous emmène sur des terrains parfois méconnus d'événements historiques majeurs. Je pense évidemment à la Première Guerre mondiale, puisque c'est principalement la période autour de laquelle s'articule le roman. Tout d'abord, première question, quel est le point de départ de ce roman ? Pour moi, un roman, quel qu'il soit, je parle en tant que lecteur, pas seulement en tant qu'auteur, un roman, ça raconte une histoire. Mais une fois que l'histoire est en place, et une fois que je l'ai lue, ou que je l'ai écrite, peu importe si je suis lecteur ou auteur, ma réaction, mon premier réflexe, c'est de me dire qu'est-ce que ça dit d'autre que ce que ça raconte. Parce que si ça ne fait que raconter une histoire, ce n'est pas assez. Or, dans le cas de « Tu seras un homme, mon fils », la question que ça pose, et c'est ça le point de départ en fait de l'entreprise, la question que ça pose, c'est jusqu'où un père est-il responsable du destin de son fils? Quand je dis un père, c'est un parent, un père ou une mère, et quand je dis son fils, ça peut être sa fille, donc c'est pas exactement la question. La question, c'est le parent vis-à-vis de son enfant. Puisque, à partir du moment où l'enfant grandit, qui commence à faire des études, qui va lui-même peut-être se marier et avoir des enfants, donc s'émanciper de ses parents, est-ce que pour autant le père, le parent, se déleste de la responsabilité qu'il avait? Ça, c'est une question qui me hante depuis que je suis moi-même père, et c'est pour ça que ça concerne tout le monde finalement, ce genre de questionnement. Et évidemment, je l'ai illustré à travers un cas un peu paroxystique. Parce que la relation entre Kipling et son fils, c'est quand même celle
du plus grand écrivain de son temps, du plus grand poète de l'Empire britannique, Kipling, à l'époque, donc juste à la veille de la Première Guerre mondiale, avec son fils qui a 17 ans et demi, et ça va se passer tragiquement, puisqu'il va disparaître pendant la guerre. Donc c'est une situation de paroxysme qu'on ne retrouve pas de manière naturelle en temps de paix. En même temps, ça pose les mêmes problèmes qu'on peut rencontrer en tant que parent dans une situation de paix absolue. Voilà, le point de départ, c'est ça. Le point de départ, c'est pas Kipling. Le point de départ, c'est ce questionnement que j'ai en moi. Et puis, comme toujours, chez un écrivain, très souvent, le déclic se fait par la rencontre entre un questionnement qui est assez ancien et puis un petit truc, une petite chose de l'actualité. La petite chose, c'est qu'un jour, dans une librairie à Londres, j'ai trouvé un tout petit livre édité par un tout petit éditeur, consacré justement à Kipling et à son fils. Et je connaissais mal cette histoire, donc je l'ai lu. Et voilà, la rencontre entre les deux choses a fait que je me suis lancé dans ce roman. Puis avec aussi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, un questionnement qui est permanent chez moi, en tant que critique littéraire, journaliste, autour des questions de traduction, qui m'intéressent beaucoup et sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. Oui, d'ailleurs, justement, le poème, si célèbre soit-il, n'est pas évidemment ici uniquement un fil conducteur narratif ou un prétexte pour articuler l'action. Il semble presque un personnage à part entière, tant sa philosophie et surtout ses adaptations ou traductions sont au centre du livre et au centre des préoccupations du narrateur. Et tout d'abord, deux points que je voudrais évoquer avec vous. Donc, vous venez de le dire, la traduction est un sujet qui vous passionne, notamment la traduction poétique. Vous avez été chargé d'un rapport officiel par le ministère de la Culture qui s'intitulait « La condition du traducteur », si je ne m'abuse, hein, qui a été publié par le CNL en 2012. Pourquoi cet intérêt pour la traduction, justement, et plus particulièrement pour la traduction poétique? Je m'intéresse à la traduction poétique et littéraire, hein. C'est un peu la même chose, depuis longtemps, parce que je pense que c'est au cœur de la création littéraire. Pour moi, les meilleurs critiques littéraires, au sens large du terme, ce sont très souvent les traducteurs. Parce que ce sont les seuls qui vont au fond du livre dont on parle. Alors évidemment, là, on parle de romans étrangers ou de poésie étrangère traduite en français. Ce sont les seuls qui vont au cœur parce qu'ils sont au cœur du travail sur la langue, sur les mots. Personne d'autre que les traducteurs s'emparent de chaque phrase, de chaque mot, pour lui faire rendre gorge, j'allais dire. Et donc, ce travail me fascine. Moi, je me bats pour qu'il y ait une meilleure visibilité des traducteurs aujourd'hui. Alors déjà, ils sortent un peu de l'invisibilité dans laquelle ils étaient depuis très longtemps, depuis une dizaine d'années. Je me bats pour qu'on mette leur nom sur la couverture, ce qui est le cas de certains éditeurs, mais pas de tous. Je me suis battu pour qu'ils aient une meilleure rémunération. Mais ce que j'ai envie de dire surtout aux gens, c'est quand vous achetez un livre, un roman traduit d'une langue étrangère, quelle qu'elle soit, dites-vous bien que pas un mot n'est de l'auteur. Tous les mots sont du traducteur. Ça en fait presque un co-auteur. Ce serait évidemment exagéré de mettre les deux noms en haut de la couverture à égalité. Mais que le nom du traducteur vienne en second, c'est la moindre des choses pour moi. Et on doit beaucoup. Les grands traducteurs, ou les très bons traducteurs, on leur doit beaucoup. Mais on a de la chance en France. Parce qu'en France, c'est un vrai métier. C'est pas quelque chose qu'on fait en plus de son enseignement à l'université. Non, c'est un vrai métier, à plein temps. Il y a des gens qui en vivent, souvent mal, hélas, mais beaucoup de gens en vivent. Et c'est reconnu comme tel. Donc le traducteur est reconnu comme un co-créateur. Et puis, il porte sur ses épaules une lourde responsabilité. Bien sûr. Et alors, qui est de rendre l'esprit de l'auteur. Oui, alors, moi, ce qui m'a frappé quand je me suis lancé dans la préparation de mon histoire sur Kipling, bon, j'avais le cadre, etc. Évidemment, le poème.
Mais le poème, je le connaissais. Tout le monde l'a lu à l'école. Et tout le monde, beaucoup de gens, je me suis rendu compte, ont le poème en français, encadré dans leur chambre, au-dessus de chez eux, les garçons comme les filles. Parce que quand le livre est sorti en janvier, j'ai rencontré beaucoup de gens déjà avant le confinement, dans des librairies, j'ai reçu du courrier, et c'était des femmes aussi, pas que des hommes. On aurait pu croire, mon fils, que ça excluait les jeunes filles, mais pas du tout. Et encore une fois, beaucoup de pères, de mères ont offert le poème encadré pour le mettre dans la chambre de l'adolescent. Donc il y a une empreinte très forte de ce poème dans l'esprit de beaucoup de gens. En France, en Angleterre, n'en parlons même pas. Et même ailleurs, en Australie, en Nouvelle-Zélande, enfin dans beaucoup de pays. C'est un poème mondialement connu. Or, bien entendu, je me suis intéressé à la traduction de ce poème. Et mon héros, Louis Lambert, qui est le seul personnage imaginaire du roman, le seul, veut retraduire ce poème parce qu'il trouve qu'il est encore pas très bien traduit, pour l'offrir à tous les lycéens de son lycée. Et surtout, le problème, c'est qu'en 1919, au lendemain de la guerre, ce poème est à nouveau traduit, mais par André Monroe, qui est un jeune écrivain, et qui publie Les silences du colonel Bramble, qui est un roman, mais qui est un roman qui a un succès considérable. Et dans ce roman, à un moment, le personnage principal, qui est un officier dans la guerre, dit à ses camarades de chambrée, oh ben tiens, je vais vous lire un poème formidable de Kipling, Tu seras un homme, mon fils. Je l'ai traduit moi-même. Et cette traduction, qui est dans ce roman, elle fait autorité depuis un siècle. C'est-à-dire que 95% des Français qui l'ont lu en français, vous pouvez être certains qu'ils l'ont lu dans cette traduction d'André Monroe. Donc, bien entendu, pour les besoins de mon livre, j'ai fait des recherches, j'ai consulté des anglicistes, j'ai consulté leur travail sur la question, et je me suis rendu compte que cette traduction est terriblement fautive. Premièrement, il y a des contresens. Deuxièmement, il y a des erreurs. Troisièmement, Monroe s'est autorisé à modifier la place des quatrains, ce qui est quand même très gonflé. Comme vous le savez, dans un poème, c'est une question de respiration et de rythme. On ne peut pas changer une virgule. On change une virgule de place, le poème n'est plus le même. Et le pire, c'est qu'il a également, il y a un quatrain dans cette traduction qui n'est pas de Kipling, qui est de Monroe. Or, ce quatrain change le sens du poème. Le poème est un poème de sagesse. Et Monroe, dans sa traduction, en a fait un poème de force et de domination. C'est tout le contraire. Donc, bien entendu, pendant tout le roman, je raconte cette envie de retraduire ce poème fameux. Et à la fin, la toute fin, Louis Lambert donne sa propre version de ce poème. Oui. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous décrivez le rapport de Kipling à la traduction, ou plutôt à certaines distorsions qui ont pu être opérées par les différents traducteurs de son œuvre. Il n'a pas l'air d'accorder une extrême importance à l'exactitude des traductions, puisque lorsque Lambert, lors d'une rencontre, leur dernière rencontre d'ailleurs, je crois, lui présente sa version du poème, il a deux mots, il lui dit nihil obstat, c'est-à-dire aucune objection. Alors pourquoi ce rapport curieux d'un immense écrivain, rappelons-le, prix Nobel de littérature en 1907, couronné pour de multiples ouvrages, mondialement célèbre, accordait-il si peu d'intérêt à la traduction de ses œuvres et à d'éventuelles trahisons ou distorsions de son propos? Alors, il faut savoir une chose, c'est que Kipling, dès l'âge de 25 ans, dès ses débuts, a eu un succès considérable. En général, ça prend du temps, hein. Mais lui, c'est dès ses premiers livres, ses premières nouvelles. Bon, il faut rappeler quand même que Kipling, c'est le livre de la jungle, c'est Kim, capitaine courageux, c'est, je veux dire, bon, faut toujours rappeler aux jeunes que le livre de la jungle, c'est pas Walt Disney. C'est pas Walt Disney, c'est Kipling. Non, parce que bon. Et
ce qui est quand même frappant, c'est que avec ce succès considérable, avant la guerre de 14, les lois sur le copyright étaient souvent violées. C'est-à-dire qu'il était traduit, on ne lui demandait pas son avis. Un jour même, il a même dit, j'ai entendu parler de la naissance d'un nouveau héros aux États-Unis qui s'appelle Tarzan. L'auteur, c'est Edgar Rice Burroughs. Ce type-là a vraiment gonflé parce que c'est un plagiat de ce que j'ai fait. C'est vraiment le livre de la jungle. Enfin bref. Et donc, il ne pouvait pas surveiller tout ce qui se faisait. Donc, il avait, non pas, c'est pas qu'il s'en fichait, mais enfin, il disait, bon, de toute façon, je suis pillé par tout le monde. Alors, bon. Et puis après la guerre, il a confié ses intérêts quand même à un agent littéraire qui veillait à tout ça. Mais pour les traductions, ma foi, c'était une façon de dire, écoutez, il y en a tellement que j'ai décidé que chacun se débrouillait comme il veut et qu'on ne peut rien faire de toute façon. Alors, est-ce que vous voulez que je vous lise la traduction qui est dans le livre ou pas? Oui, ben, volontiers, avec plaisir, bien entendu. Ça va aller vite, hein, ça va aller vite. Donc alors, en fait, il fallait que je choisisse une traduction. Donc, il y en a certaines qui sont pas mal. Évidemment, j'ai exclu celle de André Monroy, mais celle de la Pléiade est plutôt bien. Et puis mes amis, mon entourage, ils m'ont dit non, Louis Lambert, quand tu dis c'est toi, ce qui n'est pas faux. Hein. Je me suis projeté à travers vous. Ils m'ont dit c'est toi, donc va jusqu'au bout. Il faut t'approprier le poème, donc tu le traduis toi. Je dis oui, mais enfin je suis pas angliciste. Hein. Je dis couramment en anglais, mais je suis pas angliciste. Je dis c'est pas grave. Même s'il y a des petites erreurs, c'est toi. Donc je l'ai fait. J'ai passé une semaine là-dessus et je l'ai quand même signé. Traduction de Louis Lambert. Bon, ça donne ça. Si tu peux garder ton calme quand tous autour de toi le perdent et te le reprochent. Si tu peux avoir confiance en toi quand tous doutent de toi, tout en tenant compte de leur scepticisme. Si tu peux attendre sans te décourager d'attendre, ou quand on te calomnie, ne pas calomnier à ton tour, ou quand on te hait, ne pas haïr en retour, et cependant, n'aie pas l'air trop bon, ni ne parle trop en sage. Si tu peux rêver sans être l'esclave de tes rêves, si tu peux penser sans faire de tes pensées une fin, si tu peux affronter victoire et défaite et traiter pareillement ces deux charlatans, si tu peux tolérer d'entendre ta vérité tordue par des arnaqueurs pour piéger des crétins, ou voir s'effondrer l'œuvre de ta vie et te courber et la rebâtir de tes outils usés, si tu peux rassembler en un tas tous tes gains et risquer ton va-tout à pile ou face, et perdre, et repartir de zéro comme à tes débuts, sans jamais souffler mot de ta perte. Si tu peux imposer à ton cœur et tes nerfs et tes tendons de te servir longtemps, fût-il à bout de force, et ainsi de tenir bon quand toute énergie t'a déserté, excepté la volonté qui leur dit « tenez bon ». Si tu peux t'adresser aux foules et garder ton intégrité, ou accompagner les rois en sachant rester simple, si les offenses de tes amis comme celles de tes ennemis ne peuvent t'atteindre, si chacun compte pour toi mais aucun ne compte trop, si tu peux remplir la minute inexorable de 60 secondes de chemin parcouru, à toi, la terre appartient et tout ce qu'elle contient, et mieux encore, tu seras un homme, mon fils. Effectivement, on est très loin du ton. Non, ça n'est absolument pas le même ton. On n'est pas dans la domination, ni dans la force, ni dans l'imposition. On est dans la sagesse. C'est un conseil de ça. On entend la sagesse. Absolument. Et en parlant de sagesse, justement, l'un des intérêts majeurs de votre livre, c'est que nous découvrons Kipling, la personnalité de Kipling, dans toute sa complexité. Il est vrai qu'en France, c'est un écrivain dont on connaît, les jeunes générations connaissent surtout les adaptations de ses œuvres, mais on le ghettoise un petit peu. Je crois que c'est vous-même qui employez l'expression dans une interview quelque part. On en fait un écrivain
jeunesse. Voilà, il est estampillé écrivain jeunesse. Alors qu'il a une œuvre extrêmement vaste, il a aussi un parcours militant, des écrits militants. Il a également été, en quelque sorte, le porte-voix de personnalités, notamment, il a écrit des discours pour le roi George V, qui était son ami. C'est un aspect qu'on connaît peu et que vous développez dans votre livre. Par ailleurs, sa personnalité apparaît de façon en clair-obscur. D'ailleurs, le narrateur lui-même s'en écarte un petit peu à la fin. Il garde son admiration pour l'écrivain, mais il émet quelques bémols quant à certaines des prises de position de Kipling. Alors, on découvre dans votre livre des aspects très sympathiques. Par exemple, sa passion pour les chiens, son amour de la nature, cette curieuse fascination, enfin curieuse pour ceux qui ne la partagent pas, mais cette curieuse fascination qu'il a pour les voitures, qu'il affuble de différents noms, par exemple. On découvre aussi son extrémisme dans ses attachements comme dans ses inimitiés. Par exemple, il est animé d'une haine tenace pour les Allemands, qu'il appelle les Huns. Il est francophile, il adore la France, c'est sa patrie de cœur quasiment. Il a des positions politiques, en revanche, particulièrement radicales là aussi. Il est un chantre de l'Empire britannique. Il est opposé, par exemple, à l'indépendance de l'Irlande ou encore à celle des Indes où il est né. Et surtout, on découvre qu'il est, que certains de ses propos et moins certains de ses écrits, je crois, mais enfin, qu'il y a quand même un antisémitisme assez évident et avéré dans sa façon de concevoir certaines choses par le prisme justement de ses inimitiés. Alors, pouvez-vous développer un petit peu quelle a été votre démarche par rapport à tout cela et comment avez-vous travaillé justement pour mettre en lumière ces différents aspects dans votre livre? Alors, en fait, j'ai tout lu de Kipling, mais j'ai aussi tout lu sur Kipling. En France, il n'y a rien, mais en Angleterre, il y a énormément de livres, il y a des essais, il y a beaucoup de choses, et il y a des sites qui lui sont consacrés, et il y a des très grosses biographies. Mais en fait, les deux éléments qui ont été décisifs pour moi, ça a été d'une part la lecture de sa correspondance générale en 5 volumes, qui n'existe pas en français, qui a été publiée aux États-Unis par une université, et dans laquelle j'ai puisé l'essentiel, parce que dans ses lettres, il raconte tout sur sa vie quotidienne et tous les détails, tout ça. Donc ça a été très important. Et d'autre part, j'ai passé quelques jours chez lui en Angleterre. Il habitait une sorte de cottage, un très grand cottage, mais ancien, qui était du XVIIe siècle, magnifique, qui est en pleine campagne anglaise, à 2 kilomètres du village. Et j'ai voulu y aller pour m'imprégner de son bureau, de ses livres, de ses tableaux, de son cadre de vie quotidien. J'ai refait toutes ces promenades dans la campagne. Ça a été essentiel parce que ça m'a donné l'atmosphère, l'ambiance. Alors pour ce qui est de la personnalité, c'est simple. Quand j'ai trouvé tout ça, ce que j'ai compris, c'est que la première chose, Kipling était inconnu en France. Je veux dire par là, très connu comme écrivain, mais sa personnalité était inconnue. Pourquoi? Parce que ses prises de position politiques, il les prenait en Angleterre. D'une part parce qu'il avait une colonne dans le Times de Londres dans laquelle il écrivait chaque semaine, et d'autre part parce qu'il était tout le temps sollicité pour faire des discours, parce que le grand Kipling, le plus grand poète de l'Empire britannique, tous les meetings conservateurs, il était invité, et il avait carte blanche. Mais quand on l'invitait, on avait peur. Parce qu'on avait peur des dérapages. Pourquoi? Et ça, c'est un aspect qui est inconnu en France, c'est que Kipling, c'est un hystérique. C'est-à-dire que dès qu'il parlait politique, il perdait, c'est pas qu'il perdait la raison, mais il devenait hystérique. Et de tout ce que vous avez évoqué, il était antidémocrate, il était antisémite, tout ça, je vais dire c'est secondaire, parce qu'il n'en parlait jamais. Il avait une idée fixe, c'est les Allemands. Mais cette idée fixe, il l'avait avant la Première Guerre. Il disait que depuis 1870, les Allemands, depuis Bismarck, avaient prouvé que c'était un peuple qui ne rêvait que d'une chose, c'était de dominer toute l'Europe et d'asservir tous les Européens.
et que c'était un danger terrible. Donc avant la guerre, déjà, il n'arrêtait pas de mettre en garde des gens. Mais alors après la guerre et la mort de son fils, ça a été encore plus fort. Il était un des rares. On était en pleine politique de l'apaisement à l'époque en Angleterre. Hein, et lui était un des rares en disant, à prendre la parole en public en engueulant les Anglais, en leur disant, on est ici pour la politique de l'apaisement, on désarme, alors qu'en face, en Allemagne, ils réarment à fond. Et vous verrez, un jour ou l'autre, ça recommencera. Ça recommencera et ils ne rêveront que d'une chose, c'est de nous écraser, nous les Européens, l'ensemble des Européens, et de nous dominer et de nous asservir. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un lanceur d'alerte. Sauf que lui, il criait un peu dans le désert, parce qu'à l'époque, ils étaient très peu nombreux, non seulement en Europe, mais en Angleterre, à parler comme lui. Et je reconnais que c'est évidemment à son actif que de rappeler cet aspect des choses, parce que ça ne l'a pas fait des amis. Il s'en fichait complètement. Il était en dehors de tout. Vous savez, il refusait les décorations, il refusait les honneurs. Il était en dehors de tout ça. Et son amitié avec le roi, pour lui, c'était une amitié d'homme à homme. D'autant plus que le roi a perdu son fils, lui aussi, à la guerre. Donc, il se comprenait encore mieux. Mais Kipling était un type un peu sauvage. Il n'allait pas en ville, il était toujours dans sa campagne. Et quand on voulait le voir, ben, il fallait aller chez lui. C'est un personnage, une personnalité assez forte, qui s'en laissait pas compter. Et effectivement, un des points centraux du livre, le point central du livre, c'est le rapport de Kipling, auteur d'un poème maintes fois interprété comme un vade-mecum exigeant, avec son fils John. Alors John, prénommé d'ailleurs comme le propre père de Kipling, qui se prénommait également John. Ça se faisait. Hein. Oui, bien sûr, oui. Est un petit peu, enfin vous le décrivez comme tel dans le roman, puisque le narrateur va le rencontrer pour lui donner des cours de français. John est décrit comme un jeune homme un petit peu falot, évidemment écrasé par la personnalité de son père, et qui nourrit une ambition, celle d'intégrer l'armée. Malheureusement, il est extrêmement myope, myopie héritée de son père d'ailleurs, et enfin l'armée de l'air, la marine, enfin tout le monde le refuse, il ne peut intégrer aucun régiment. C'est à ce moment-là que Kipling intervient. Il demande au régiment des Irish Guards d'intégrer son fils. John part donc dans ce régiment et il est malheureusement tué au combat en France en 1915 à l'âge de 18 ans. Alors, on pourrait... Vous décrivez ensuite, et c'est extrêmement émouvant, et là encore, on apprend des choses qui ne sont pas toujours connues d'un point de vue historique, on reviendra ensuite à l'histoire privée, mais vous décrivez cette quête éperdue que va mener Kipling pendant des années pour retrouver le corps de son fils. Parce que le fils est présumé mort au combat, mais le corps est disparu. Enfin, on n'a pas retrouvé le corps, plus exactement. Donc Kipling nourrit l'espoir fou de retrouver un jour le corps de son fils. Et il intègre même une commission dédiée, hein, la commission qui est en charge des sépultures de guerre. Vous allez nous en dire quelques mots peut-être. Comment pourriez-vous décrire l'état d'esprit dans lequel se trouve cet homme qui finalement a envoyé quelque part, si on voulait un petit peu raccourcir le propos, qui a quasiment envoyé son fils à la mort? C'est le deuxième enfant qu'il perd d'ailleurs, puisqu'il avait perdu une fille, Joséphine, quelques années auparavant, dans des circonstances qui ne sont pas similaires d'un point de vue factuel, mais tout de même un petit peu de sa responsabilité aussi. Comment pourriez-vous décrire l'état d'esprit de cet homme qu'on pourrait penser monstrueux, mais qui se révèle ensuite dévasté par la perte déjà de ce premier enfant, Joséphine, mais de son fils, John? Kipling est dévasté parce que c'est un homme, il adore ses enfants, il vit avec eux. Hein, c'est pas quelqu'un qui se sépare d'eux, c'est quelqu'un qui est pour des voyages ou autres. Quand il voyage, il les emmène avec lui. Et sinon, toute l'année, tu sais, il me fait penser à Simenon. Simenon, c'était comme ça. On lui demandait, c'est quoi votre métier? Il disait, c'est père de famille. Parce que je passe
1 heure par jour à écrire, mais 20 heures par jour à m'occuper de mes enfants, à être avec eux, et vivre en dehors. Avec Kipling, c'est pareil. C'est pareil. Donc, évidemment, il a beaucoup investi sur son fils, parce que Kipling lui-même n'a pas fait service militaire. Hein. C'est un chantre du militarisme et de la guerre, mais qui n'a pas fait d'armée. La responsabilité, elle est évidente, elle est double, puisque comme vous l'avez bien rappelé, il y a eu sa fille, quand ils sont partis en voyage et qu'ils n'auraient pas dû traverser l'Atlantique en plein hiver, elle était petite et ils ont été très très malades tous, mais sa fille est morte, elle avait 8 ans, et il a adulé sa fille aînée. Donc déjà cette épreuve-là, mais ces 2 épreuves, il les a vécues à l'anglaise. Never explain, never complain. C'est-à-dire qu'on ne dit rien. Et à telle enseigne que non seulement il n'en parlait jamais à personne, mais que même dans ses mémoires, il n'en parle pas. Alors que c'est les 2 moments les plus importants de sa vie. Il n'en parle pas. Donc, il faut bien voir une chose, c'est que, bien entendu, ils se sentent responsables. Et je dirais même qu'ils se sentaient même coupables, en quelque sorte. Vous savez, quand il a reçu le télégramme en 1916, du War Office, lui disant « Votre fils est missing in action », c'est-à-dire porté disparu, c'est pire que s'il avait reçu un télégramme disant « Votre fils est mort ». Parce que disparu, c'est le doute. Et lui, le doute, il l'avait tout de suite, d'abord parce qu'il ne voulait pas y croire, ensuite parce que avoir le doute, ça lui permettait de mettre à distance sa culpabilité et de ne pas l'affronter tout de suite. Il a été dans le déni pendant 2 ans. Mais il y croyait. Il pensait que son fils était peut-être prisonnier chez les Allemands, peut-être soigné dans un hôpital français, peut-être qu'il avait perdu sa plaque et qu'il n'avait pas pu être identifié. Il ne faut pas oublier qu'il y a des centaines de milliers de soldats britanniques qui ont été portés disparus. Parce qu'on n'imagine pas à quel point cette Première Guerre mondiale a été une horreur. C'est-à-dire que ça a été, parce que là on parle des tranchées de la Somme, un déluge d'obus, d'acier, de boue, de sang, d'eau. Les soldats, quand ils partaient à l'assaut, pendant toute la semaine d'avant, ils avaient passé debout ou assis dans des tranchées qui étaient inondées par la pluie. Donc il faut imaginer un peu, c'était dantesque. Les camarades de John, quand ils ont vu son père, ils ont parlé avec lui, etc., ils ont dit, mais vous n'allez rien retrouver, parce qu'il ne reste rien. C'est pas... Vous savez, quand il y a un tremblement de terre, quelque part, ou même une guerre, on envoie des dentistes sur le champ de bataille ou sur l'endroit où il y a eu un tremblement de terre, parce que les dents, c'est le seul moyen d'identifier des cadavres quand il ne reste plus grand-chose. Et là, on a dit, même les dents, il n'y en a pas, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Donc, pendant 2 ans, à la tête de sa commission, le roi l'avait nommé à la tête d'une commission pour les sépultures de guerre. Oui. Il a donc sillonné les champs de bataille français. C'était lui qu'on a confié le soin de mettre des épitaphes, notamment cette épitaphe qui est très belle, Known unto God, c'est-à-dire connu de Dieu seul, puisque c'était des disparus, impossibles à identifier. Et il a creusé avec son chauffeur, qui était toujours en Ross, et il a creusé parce qu'il savait exactement, à force d'enquêter, exactement où son fils était tombé. Et évidemment, elle n'a rien trouvé. Mais du jour où il a reçu ce télégramme, disant votre fils est disparu, porté disparu, il est tombé chez lui, il s'est tenu le ventre et il s'est tordu de douleur. Et cette douleur ne l'a pas quitté jusqu'à sa mort en 1936. Donc pendant 20 ans, il s'est tordu de douleur, il a vu toutes les sommités médicales anglaises. La plupart lui disaient oh, « écoutez, ça passera, ce sont des aigreurs d'estomac, il faut boire du lait, enfin bon. » Et un jour, il va aller voir un médecin français, le docteur Roux, de Courcelles, à Paris. Le médecin lui a dit « Mais monsieur, vous avez un ulcère duodénal suite à l'annonce de la mort de votre fils. Et vous risquez une perforation à tout instant, parce que ça fait des années que vous avez ça. » Et il est mort 6 mois après d'une perforation de son ulcère.
c'est aussi pour vous dire qu'il était tout sauf indifférent à ce qui est arrivé. Mais il ne pouvait pas le formuler, parce que ça ne se faisait pas, parce que son éducation, parce que sa culpabilité à affronter, parce que sa responsabilité qui est indéniable. C'est lourd. Alors j'ai créé ce personnage de Louis Lambert en face, qui est presque un fils de substitution pour lui. Alors, il est un peu plus âgé que John, hein. Il a 10 ans de plus, mais enfin, il est jeune. Et ça, il aurait pu être son fils. Et donc, il y a un lien qui s'est fait comme ça entre eux, autour de ce poème. Ce Louis Lambert lui-même, comme tous les jeunes Français de son âge, a été mobilisé. Il a survécu au gaz dans les tranchées, mais il a l'expérience du feu et du combat. Donc, de ça aussi, il peut parler. Ils échangent des paroles, mais ils échangent aussi beaucoup de silence. Et à travers ces silences, il y a beaucoup de choses qui passent. Moi, mon problème en tant qu'écrivain, ça a été justement de mettre en scène ces silences et de leur donner une forme. D'autant plus que le narrateur Louis Lambert a lui aussi un rapport compliqué avec son père avec lequel il est brouillé, puisque son père est un anti-Dreyfusard, et que depuis cette prise de position, son fils n'a plus de lien avec lui. D'ailleurs, le roman fonctionne un petit peu comme une sorte de miroir inversé, hein. D'ailleurs, dans sa construction même, avec le prologue et l'épilogue qui fonctionne comme une sorte de boucle, et on retrouve d'ailleurs aussi le fils du narrateur. Bon, je ne vais pas tout dévoiler, mais non, mais effectivement, c'est vraiment les rapports père-fils. Hein. Complètement. On est au cœur du rapport père-fils, et le fait que Louis Lambert avec son père soit fâché, comme vous venez de le dire, ça montre bien que c'est pas un problème propre à Kipling. Non, c'est universel. C'est une histoire universelle, un rapport père-fils. Et moi, Louis Lambert, ce qu'il reproche à Kipling, c'est un reproche qu'on peut faire aujourd'hui dans nos sociétés, parce qu'il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, ce qu'il lui reproche, c'est de ne pas s'être demandé ce que son fils pouvait et ce que son fils voulait. C'est lui qui a décidé à sa place, qui lui a dit « tu seras officier dans la marine ». Et puis finalement, ce n'était pas possible. Bon, ben, dans l'aviation ou dans l'artillerie, éventuellement, c'est moins bien, mais pas à cet instant, il s'est demandé est-ce qu'il est capable et est-ce qu'il en a envie. Et pourtant, lorsque son fils était au front, il lui a écrit de très très belles lettres. Vous en parlez dans le livre. Ça n'empêche pas l'amour. Oui. C'est ça qui est extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris en écrivant la biographie de Simenon. C'est ce que m'avait dit sur les rapports entre Simenon et sa fille, qui s'est suicidée. Et leur frère, son frère m'avait dit, tu sais, on peut aimer à la folie et aimer mal. Donc, c'est sûr que Kipling adorait son fils. Mais est-ce qu'il a fait ce qu'il fallait? J'en suis pas sûr. Je ne veux pas juger, hein, mais enfin, on comprend bien. Il est d'ailleurs allé jusqu'à écrire, bon, sur demande certes, mais une histoire des Irish Guards, qui est enfin, que vous décrivez dans le livre, que le narrateur décrit dans le livre comme un pince-homme, et dont vous dites qu'il est le véritable symbole du déni de Kipling par rapport à la mort de son fils. Et vous avez un comparatif avec la vie de Rancé de Chateaubriand, en disant que sur la même injonction, enfin une sorte de pénitence, l'un a fait un chef-d'œuvre, Chateaubriand, et Kipling une œuvre que vous évoquez un petit peu comme un point noir dans l'ensemble de sa production littéraire. Alors, justement, à contrario, alors même qu'il a produit ce pince-homme sur les Irish Guards, il faut quand même rappeler qu'il n'aimait pas du tout les Irlandais. Hein, donc on est encore une fois dans des rapports... voilà, hein, c'est Kipling, là. C'est vraiment... et à contrario, donc, il y a cette production littéraire dans laquelle... En filigrane, il y a évidemment le fils, mais il n'a jamais rien écrit directement concernant le décès de ses deux enfants. Alors comment expliquez-vous ça en tant qu'écrivain, déjà vous-même, et comment n'a-t-il jamais voulu matérialiser ou laisser une trace littéraire de cette douleur? Était-elle trop intime? C'est le déni, c'est l'éducation,
strict, et ça ne se fait pas. C'est très anglais. On ne s'épanche pas en public. Mais le pire, c'est qu'il n'a même pas fait avec ses amis. Et il aurait pu le faire dans des lettres. C'est à peine s'il l'a fait dans quelques lettres, mais tout juste. Mais il en parle très peu dans les lettres. Non, c'est une décence, mais qui va jusqu'au mutisme et à l'autocensure. C'est quand la décence confine à l'autocensure. Bon, je veux dire, à la limite, évidemment, nous, ça nous manque, mais il peut très bien dire, écoutez, moi, je suis comme ça, c'est ma culture, c'est mon éducation, et voilà. Oui, et puis c'est sa liberté d'homme, hein, après tout. Bien sûr, mais moi, ma liberté, c'est en tant que romancier, et Louis Lambert, à travers moi, encore une fois, d'en tirer une leçon, d'en tirer quelque chose. Encore une fois, un roman raconte une histoire, mais qu'est-ce que ça dit d'autre que ce que ça raconte? Est-ce que ça dit d'autre que ce que ça raconte? C'est de dire à des parents, demandez à vos enfants ce qu'ils veulent faire plus tard, et demandez-vous ce qu'ils peuvent faire plus tard, avant de leur dire ce qu'ils doivent faire plus tard. C'est ça, en fait, en quelque sorte. Et alors, ce livre est un roman, évidemment, mais c'est aussi une biographie de Kipling, une évocation de sa vie, en tout cas. Et on s'aperçoit d'ailleurs dans le livre que Kipling nourrissait une franche aversion pour les biographes, qu'il accusait de... Enfin, il disait que la biographie, c'était du cannibalisme supérieur. Bon, on comprend à peu près ce que ça signifie. Il a quand même consenti, à la fin de sa vie, justement peut-être pour ne pas laisser le champ libre au cannibale en question, il a consenti à la fin de sa vie à écrire quelques éléments biographiques. Qu'est-ce qu'il ressort plus précisément de ces éléments biographiques? Est-ce que c'est quelque chose de formaté? Est-ce que... Alors il a écrit effectivement un livre auquel vous faites allusion, c'est une autobiographie, c'est vraiment la fin de sa vie, ça s'appelle Something of Myself, c'est un survol, mais tellement superficiel de sa vie que un biographe lit ça, il n'a qu'une envie, c'est d'écrire sa biographie après. Parce que l'essentiel n'y est pas, quoi. Alors il y a quelques éléments comme ça, il y a des flashs, c'est chronologique, très bien, mais bon, il y a tellement de choses à explorer en lui. C'est un être d'une complexité inouïe. Par exemple, bon, il était athée, mais il était franc-maçon. Alors, il était franc-maçon depuis l'âge de 20 ans. En Inde, il avait été recruté pour être secrétaire d'une loge, et il était très, très convaincu par l'éthique maçonne. Alors par la suite, il s'est éloigné, parce qu'il vivait à la campagne, tout ça, il n'y avait pas de... Et donc, il s'est éloigné, mais il a conservé une fidélité aux idéaux. Il y a une très belle nouvelle, enfin il y a plusieurs nouvelles, hein, parce que c'est d'abord un nouvelliste, hein, nouvelliste extraordinaire, qui est peu connu en France. Et il y a une très belle nouvelle qui s'intitule L'homme qui voulait être roi, et qui a inspiré à John Huston un film magnifique avec Sean Connery et Michael Caine, sur l'histoire de deux officiers anglais qui sont en Afghanistan et ça remonte à la tête, et ils vont se faire sacrer roi d'un royaume imaginaire quelque part dans la montagne. Et à travers ça, je veux dire, ce qui est formidable, c'est qu'il arrive à travers ça à faire passer son message maçonnique. Tous les symboles utilisés par ces deux officiers à qui le colonialisme est monté à la tête, hein, puisque bon, ça les a rendus un peu maboules, tous les symboles qu'ils utilisent sont des symboles maçonniques. Et bon, il y en a d'autres nouvelles aussi qui sont marquées par cette éthique, parce que pour lui c'est une éthique. Alors, ce roman est une biographie, et vous en avez déjà écrit un certain nombre. Comment voyez-vous l'évolution justement de votre façon d'écrire des biographies? Auriez-vous pu, par exemple, écrire, même si c'est présenté sous forme romanesque, mais cette biographie de Kipling
il y a quelques années, et de la même manière, envisagez-vous différemment, éventuellement, la façon d'écrire des biographies à venir? Comment Non, pour moi, ce n'est pas une biographie. C'est un roman. Bien entendu, comme il s'agit, c'est autour de Kipling, mais c'est autour de son fils, autour de Louis Lambert, autour de plusieurs personnages. Et ça donne beaucoup de renseignements biographiques, bien sûr, sur Kipling. Mais ce n'est pas une biographie, c'est pas complet, c'est pas exhaustif. Et je n'ai pas voulu faire une biographie. J'en aurais fait une, mais ça aurait été un livre complètement différent, ça ne m'intéressait pas. Moi, ce qui m'intéresse, depuis une dizaine d'années, c'est de joindre mes deux passions, qui sont l'histoire et la littérature. Alors, j'ai écrit des biographies qui étaient des biographies historiques. Voilà. Après, j'ai écrit des romans, et depuis quelques années, je ne sais pas un genre nouveau, mais c'est le genre qui me convient, celui dans lequel je me sens le mieux. Il y a eu Lutetia, oui. Il y a eu Sigmaringen, là, il y a Tu seras un homme, mon fils, puis dans le prochain sur lequel je travaille, et dans tous ces cas-là, c'est la même chose, c'est-à-dire une histoire avec un grand H qui est parfaitement documentée, avec une vraie recherche très rigoureuse dans les archives, dans les témoignages, dans les livres. Donc il faut que ça soit historiquement inattaquable, mais mis en scène à la manière d'un roman, avec des dialogues, de la couleur, de la sonorité, de la musique, enfin avec beaucoup de choses qu'on ne trouve pas dans les livres d'histoire. Donc moi j'appelle ça une mise en scène de l'histoire. Et c'est ça qui me plaît. Je me permets d'ajouter que les trois titres que vous venez de citer, Lutetia, Sigmaringen et Tu seras un homme, mon fils, sont dédiés à votre père, Marcel Assouline. Oui, ils sont marqués par le père. Oui, il y a l'empreinte du père. Oui. Oui, tout à fait. Donc il y a une résonance supplémentaire. Bien sûr. Vous savez déjà, bon, quand on dédie un livre à quelqu'un, déjà, ça éclaire le livre. Oui. Deux choses qui éclairent un livre dès le départ, c'est ce qu'on appelle l'épître dédicatoire, c'est-à-dire à mon père, etc. Et puis la phrase placée en épigraphe, qui veut dire beaucoup de choses. Bon, je les cherche pendant longtemps, parce que je sais que ça va engager le livre. C'est ça ça éclaire et ça engage le livre. Donc il ne faut pas se tromper. Pierre Assouline, je vous remercie. Peut-être pouvons-nous passer aux questions, puisque traditionnellement, nous avons les questions du public. Alors, cette fois-ci, les questions des auditeurs ou des gens qui nous regardent actuellement. Il y a des questions? Oui. Ah oui. Non. Alors, écoutez, on me dit qu'apparemment, il n'y a pas de questions. Ah, si. Non, mais c'est la première fois que nous inaugurons cette forme d'entretien et de rencontre. Donc, une petite minute, s'il vous plaît. Oui. Alors, est-ce que Louis Lambert? Qu'est-ce que Louis Lambert doit à Louis Lambert de Balzac? Question. Alors, qu'est-ce que Louis Lambert, le vôtre, doit à Louis Lambert de Balzac? Alors c'est simple, oui, il ne lui doit rien. C'est que quand je cherche des noms et des prénoms, en fait, il ne s'appelait pas Lambert, dans mon manuscrit, il s'appelait Picard. On va dire à quel point on est loin de Balzac, il s'appelait Picard, et simplement, au moment de le publier, à l'état de manuscrit, mon éditeur m'a dit, c'est embêtant, ton livre paraît en même temps que l'affaire de Polanski sur Dreyfus, et le héros, c'est le lieutenant-colonel Picard. Et on va croire que... Alors, je dis, bon, ben, pas de problème, il ne faut pas d'ambiguïté. Et j'ai pris Lambert parce que ça sonnait comme Picard. Donc, mais c'est l'inconscient qui a travaillé. Hein. J'aime Balzac, j'ai lu pas mal de choses, j'ai écrit des choses sur Chef-d'œuvre inconnu, mais la nouvelle de Balzac intitulée Louis Lambert m'était complètement sortie de l'esprit. Donc, c'était pas du tout un hommage crypté à Balzac, ni rien. Ça fait partie des déclics comme ça, vous savez... Il y en a beaucoup dans le texte, et c'est toujours comme ça dans les romans.
des clins d'œil, des flashs, mais c'est rare que ça soit dans un titre. Et donc là, je me suis fait avoir par moi-même. Alors, une autre question peut-être? Non. On me dit qu'il n'y en a pas d'autres. Écoutez, Pierre Assouline, merci Écoutez, infiniment. J'ai été comblé par les vôtres, parce que vraiment, vous avez lu attentivement. On peut dire que vous êtes d'une précision dans vos questions. C'est la précision de quelqu'un qui lit vraiment les livres. Je vous remercie, ça me touche beaucoup. Et merci encore une fois de nous avoir reçus chez vous. À bientôt. C'était un plaisir. À bientôt. Merci. Au revoir. Alors, merci à tous d'avoir suivi cet entretien et à bientôt pour de nouvelles rencontres Histoire d'œuvre, Racines de ciel. Bonsoir. Bien sûr. Écoutez les histoires d'œuvre. Dans mon bouquin, j'attendrai la fin du monde. Libre à chacun d'y trouver ce qu'il voudra. Une autre vie, je m'immerge jusqu'aux dents. Serre donc ma main, tout lâché pour l'écrivain. Les pages se tournent, j'arrive au bout du chemin, mais j'y suis trop bien. Dans mon bouquin, j'attendrai la fin du monde. Dans ces feuillets, mon mirador. Dans ces feuillets, mon mirador. Oui, Racines de ciel, j'ai lu évidemment chaque année. Les plus grands auteurs sont invités là-bas. Lire au goulot la vodka des doux sommeils. Le monde réel ne sied guère au plus grand rêve. J'oublie le reste, abandonne-moi sur la route. Que l'écrivain me rattrape sur le chemin. L'ouvrage est long, l'oiseau y plonge en piqué. Moi sur ses ailes. Dans mon bouquin, j'attendrai la fin du monde. Dans ces feuillets, mon mirador. Dans ces feuillets, mon mirador. Lire au goulot la vodka des doux sommeils. Le monde réel ne sied guère au plus grand rêve. J'oublie le reste, abandonne-moi sur la route. Que l'écrivain me rattrape sur le chemin.